Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude deux histoires qui font bien flipper. Vous allez voir, il y a une histoire qui parle d'un repas de Noël un petit peu chelou, et l'autre elle concerne un fou du bus complètement cinglé. Enfin, c'est pas le fou du bus mon chat, mais c'est un vrai fou. Mais évidemment, je ne vous spoil pas et je vous laisse découvrir ça en temps voulu. Merci beaucoup pour tous vos gentils messages qu'il y a eu sous la dernière vidéo, sur les commentaires de la dernière publication Instagram. C'est là où j'annonçais qu'on avait gagné le award du meilleur show radar de l'année sur Spotify. Vraiment, ça me touche en plein cœur de voir votre soutien et ça me donne qu'une envie, c'est de continuer à faire des vidéos pour qu'on vive encore plus de moments comme ça et surtout qu'on les vive ensemble. Donc voilà, merci du fond du cœur, moi je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour la première histoire. Cette histoire, mes amis, c'est celle de Alma. Petite particularité, Alma c'est un prénom qu'on n'a jamais vu sur la chaîne, chose qui est assez rare, parce que, à vue d'œil, on doit être entre 500 et 700 histoires racontées. Alma, elle a 40 ans, et elle nous raconte qu'elle mène une vie que beaucoup qualifieraient de normale, même parfois peut-être un petit peu banale, mais elle nous explique que cette tranquillité, elle adore ça. Elle vit avec son mari et leurs 2 enfants dans un immeuble qui est réputé pour être assez calme. Dans l'immeuble, presque tout le monde se connaît, il y a une ambiance presque familiale, et il n'y a pas ce genre de voisin très relou, très chiant, très insistant, ça n'existe pas. Alma, elle travaille toute la semaine, comme son mari d'ailleurs, donc elle essaye avec son mari de gérer au mieux la maison, les devoirs de ses enfants, les repas, tout ce qui touche à la lessive, au ménage, enfin, vous avez compris, son rythme de vie, il est quand même bien chargé. D'ailleurs, s'il y a un truc personnellement qui m'emmerde au plus haut point, enfin vraiment, je le dis en toute sincérité, faire à manger, il n'y a aucun problème, j'adore faire ça. Faire le ménage, il n'y a aucun problème. Par contre, mes amis, il faut qu'on en parle un jour de faire la lessive. C'est le truc. Je sais pas comment on peut prendre du plaisir à faire ça. En plus, moi qui ai 2 chats à la maison, c'est une catastrophe. Je fais la lessive normalement, je mets mes vêtements à sécher sur un étendoir au milieu de l'appartement. Vous pouvez être sûr et certain que le lendemain, les vêtements sont pleins de poils blancs de mes chats et ça ruine tous les vêtements. C'est un truc de fou, je sais pas si vous avez des solutions. On m'a parlé des sèche-linges, mais les expériences que j'ai eues avec les sèche-linges, c'est un petit peu dramatique dans le sens où chaque fois que je mets un t-shirt dedans, en fait, le t-shirt devient un usage unique. Ça veut dire que je le porte, je le mets dans la machine à laver, ensuite dans le sèche-linge, et vous pouvez être sûr qu'il passe de taille M à taille XXS. Si vous avez des solutions, je suis preneur, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous lirai avec grande attention, parce que les poils de chat, je n'en peux plus. C'est une catastrophe, surtout que moi j'aime bien m'habiller en noir, donc c'est terrible. Mais bon, visiblement, Alma, elle, ça la dérange pas plus que ça. Au niveau de leur appartement, c'est un appartement plutôt cool, c'est chaleureux, c'est pas luxueux non plus. Évidemment, vu qu'elle vit avec ses enfants, il y a des traces de vie un petit peu partout, des jouets, des Legos, etc. Et ça lui arrive plusieurs fois de se manger le pied dessus et voilà, c'est un cri qui part, mais il n'y a pas de problème. Elle nous donne un petit détail, c'est que visiblement dans son immeuble, c'est principalement des familles qui y habitent. Il y a quelques couples par-ci par-là, mais c'est composé principalement de familles. Et donc, elle, quand elle a emménagé ici avec son mari et ses enfants, elle s'est dit, c'est l'endroit parfait pour pouvoir les élever, pour pouvoir les éduquer, parce que, on est un peu comme tous les autres voisins. Généralement, au niveau de l'immeuble et des locataires, c'est assez stable, il n'y a pas beaucoup de gens qui déménagent, mais il y a quelques mois, il y a un couple qui s'est installé. Alma, elle les remarque presque tout de suite, parce que dans un endroit qui est aussi calme que ça, forcément, la moindre nouveauté, ça se voit. C'est-à-dire que s'il y a une nouvelle personne dans l'immeuble, vous la captez direct. S'il y a un détail, une boîte aux lettres qui change de couleur ou quoi, vous la voyez aussi direct. Elle les a même croisés une première fois dans le hall d'entrée avec des cartons. Et à ce moment-là, elle nous explique qu'ils se sont lâchés un petit sourire, ils se sont dit bonjour et rien d'autre. Les jours qui suivent, elle nous raconte qu'elle les recroise, que ce soit devant l'immeuble, à la boîte aux lettres ou même dans la cage d'escalier. Naturellement, vu qu'ils se voient de plus en plus fréquemment, les discussions évoluent aussi. Et un jour, on arrive à la période des fêtes de fin d'année. C'est Noël dans quelques semaines, Alma et sa famille, eux, ils sont ravis, mais premier détail, elle nous explique que quand elle croise le couple dans l'immeuble, il tire un petit peu la gueule. Un jour, elle descend chercher le courrier dans sa boîte aux lettres, elle voit qu'il y a le couple, et une petite discussion s'engage. À un moment, la discussion dérive sur les fêtes de Noël, et Alma, elle leur demande naturellement « Vous avez prévu quoi ? Est-ce que vous faites avec votre famille ? Est-ce que d'ailleurs vous avez de la famille dans le coin ? Parce qu'on ne le sait pas. » Et là, le couple lui répond que malheureusement non. Ils sont loin de tout le monde parce que eux, ils ont déménagé presque dans une ville à l'autre bout du pays. Donc malheureusement, cette année, ils vont passer Noël tout seuls, les deux. Bon, au moins ils sont pas seuls en mode une personne, mais ils ont quand même un petit passement au cœur par rapport à leur famille qui se trouve loin de là. Alma, lorsqu'on lui dit ça, ça la touche un peu en plein cœur parce que ça lui rappelle des mauvais souvenirs qu'elle a eu quand elle était petite. Enfin petite, non, mais quand elle était dans sa vingtaine, elle nous explique qu'elle a dû partir de la maison pour ses études. Et quand vous partez de la maison, de chez vos parents, normalement, c'est pour aller dans une autre ville. Et elle s'est retrouvée très loin de ses parents. Elle était à plusieurs heures de train. Donc, parfois, elle passait des moments assez importants toute seule. Que ce soit son anniversaire parce que le train avait été annulé, que ce soit Noël parce qu'il y a eu une grève. Et ça, malheureusement, elle l'a très mal vécu. Et franchement, je peux que comprendre. Donc, quand le couple lui dit qu'ils vont passer Noël tout seul, ça lui fait un pincement au cœur. Et naturellement, elle leur propose de venir le fêter avec eux. Évidemment, le couple est très touché, donc ils acceptent avec un grand plaisir. Et peut-être que cette fête de Noël,
elle sera incroyable. À partir de là, Alma, elle se projette déjà dans ce réveillon qui sera un petit peu différent. Elle en parle à son mari, qui lui trouve l'idée extrêmement sympa. Il lui dit même que ça lui fait plaisir d'accueillir des gens, en plus leurs voisins. Et au niveau de leurs enfants, ça leur pose en tout cas pas de problème parce que eux, ils auront des cadeaux en plus. Bref, pendant plusieurs semaines, il n'y a plus rien qui se passe. On arrive au mois de décembre. Qui dit décembre, dit Noël. Forcément, dans la famille d'Alma, on adore tout ce qui est décoration. Donc, leur appartement, ça devient la cave du lutin. Il y a des bougies, des guirlandes, des décorations, il y a un sapin. Donc, vraiment, vous pouvez pas vous tromper par rapport à la période. Vous savez que c'est Noël et c'est clair. À un moment, on est le jour J et c'est le soir de Noël. Forcément, comme chaque année, Alma, elle est stressée. En plus de ça, cette année, c'est particulier parce qu'il y a des gens externes à la famille qui vont venir fêter avec eux. Donc, logiquement, elle veut que tout soit irréprochable et que tout soit parfait. La table est dressée, les plats sont prêts, les enfants, ils tournent en rond parce que déjà, ils ont la dalle et qu'ils veulent les cadeaux. Et à un moment, quelqu'un sonne à la porte. Notre amie Alma va ouvrir. Évidemment, il n'y a aucune surprise, c'est le couple de voisins. Et là, tout se passe extrêmement bien. Et ils ont, en plus de ça, un sac en plastique avec des petits cadeaux. Et ça, évidemment, ça n'échappe pas aux yeux des enfants. Ils se mettent à hurler, à sauter partout, tellement ils sont contents. Et vraiment, c'est une ambiance incroyable. La discussion, elle est très intéressante. Parce que cette fois-ci, ils se croisent plus simplement dans la cage d'escalier, mais ils sont chez eux, dans l'intimité. Donc, les sujets, ils sont un petit peu plus profonds. Ils parlent de leurs expériences passées. Comment est-ce que se passe leur nouvelle vie dans cette nouvelle ville. C'est quelque chose de complètement nouveau pour eux. Mais Alma, elle remarque un truc, c'est que si elle ne pose pas de questions, eux ne vont pas le faire. Dans le sens, les invités ont l'air d'être très timides, peut-être même très silencieux. Mais bon, c'est normal parce qu'après tout, ils se connaissent pas plus que ça. À un moment, ils sont en train de discuter, lorsque soudain, tout s'éteint. Dans l'appartement, il n'y a plus aucune lumière. La seule lumière qu'il y a, c'est une vieille bougie qui est au milieu de la table. Donc autant vous dire qu'on voit que dalle. Bon, c'est chelou, c'est le courant qui a sauté, c'est déjà arrivé dans le passé, mais que ça arrive ici en plein milieu de Noël, c'est un petit peu chiant. Mais bon, ils savent exactement la procédure, c'est des plombs qui ont sauté. Donc il faut juste aller réactiver 2-3 trucs dans le local technique et on n'en parle plus. Quelques secondes après que les lumières se soient éteintes, on entend des bruits bizarres. Premièrement, on entend une chaise qui racle le sol, et ensuite un verre qui tombe. Forcément, la panique, pas la panique, mais la peur commence un petit peu à apparaître, surtout au niveau des enfants, parce qu'ils disent « Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il fait nuit ?» Et surtout, c'était quoi ce bruit? Donc, le bruit du verre qui casse. Elle les rassure, elle leur répond que voilà, il n'y a pas de quoi paniquer, c'est simplement les lumières qui ne fonctionnent plus, et que papa va aller dans le local technique, rebrancher 2-3 trucs, et ça fonctionnera. Lorsqu'elle leur dit ça, elle jette un œil vers les invités, et là, elle capte quelque chose qui la met un petit peu mal à l'aise, alors qu'elle ne comprend pas vraiment pourquoi. C'est qu'en fait, les invités ne bougent pas. On a l'impression que l'extinction des feux, donc le fait que les lumières s'éteignent comme ça d'un coup, ils en ont rien à foutre. Après, vous me direz, c'est pas l'événement de l'année non plus, mais c'est bizarre. Alma n'a pas trop le temps de réfléchir, son mari dit qu'il va aller chercher son téléphone qui est dans la cuisine pour s'éclairer, mais au même moment où il lui dit ça, elle entend une chaise qui recule et des pas qui s'éloignent. Juste après ça, il y a une deuxième chaise qui recule et d'autres pas qui s'éloignent. Là, un petit peu sur le ton de la rigolade, elle dit « Mais vous êtes obligé d'aller à 3 chercher une lampe de poche ?» Et là, personne ne répond. Au début, elle pense que les voisins veulent aider son mari à aller réparer les plombs, mais c'est bizarre. Pourquoi aller à 3 alors que son mari sait très bien le faire tout seul? Elle essaye de pas trop y penser, elle serre bien ses enfants contre elle, histoire d'être en sécurité, mais quelques petites secondes plus tard, il y a un énorme cri qui traverse l'appartement, et ce cri, elle le reconnaîtrait parmi des millions, c'est son mari qui est dans la cuisine. Alma, elle hurle en mode « Qu'est-ce qui se passe ?» Et en même temps, elle cherche un petit peu son téléphone sur la table, mais vu qu'elle voit que dalle, c'est un peu compliqué de le trouver. Quand elle arrive enfin à mettre la main sur son téléphone et qu'elle active le flash, devant elle, c'est une scène d'horreur. Alma, dans ses bras, elle a un de ses enfants, mais le deuxième, on ne sait pas où il est. Eh bien, mes amis, quand elle active le flash, devant elle, donc de l'autre côté de la table, il y a la voisine qui est debout et qui tient son deuxième enfant avec son coude. Donc, elle est presque en train de l'étrangler, et Alma, dans sa tête, elle essaye simplement de capter ce qu'elle est en train de voir. En plus d'avoir le coude autour de son cou, elle a la main qui lui bloque la bouche pour pas qu'il crie, et Alma, quand elle voit ça, mes amis, elle est à 2 doigts de tomber dans les pommes. Là, la voisine lui dit « Écoute, il ne va rien lui arriver si tu coopères, si tu fais ce qu'on te dit. » Et notre amie, elle est tellement en panique qu'elle n'écoute pas vraiment ce qu'elle dit, elle essaye de chercher du regard son mari pour voir s'il va apparaître en super-héros pour la délivrer de tout ça. Là, la voisine lui dit « Je sais que tu cherches ton mari, t'inquiète pas. Ils sont entre hommes, dans la cuisine, ils sont en train de s'expliquer. Et nous, on va devoir s'expliquer aussi. » 1 ou 2 minutes plus tard, Alma, elle entend des pas qui reviennent de la cuisine, et lorsqu'elle éclaire avec le flash, elle voit le voisin qui arrive, qui tient son mari par les bras, et son mari, il a une sale gueule. Il vient de se prendre des coups, ça se voit. Il est franchement pas en bon état, au point où il vient à tomber sur les genoux. Là, la voisine dit « Écoutez, c'est très simple. Si vous voulez que tout se passe bien et qu'on ne fasse du mal à personne, il nous faut tous vos bijoux, notamment vos alliances, tout ce que vous avez comme argent liquide dans l'appartement, et que vous nous envoyez
envoyer de la crypto-monnaie. Évidemment, Alma, elle n'y connaît rien à la crypto-monnaie, son mari non plus, donc c'est pas la reine ni le roi du bitcoin si on peut dire. Alma, elle dit à la voisine, bah écoutez, tout ce qui est cash, prenez, faites-vous plaisir, nos alliances... Bah, ça nous fait un petit peu mal au cœur, on va être honnête. Par contre, le bitcoin, j'en ai pas, je sais pas comment ça marche, je ne peux pas vous enfiler. Elle complète en disant, je vous donne tout ce que vous voulez, s'il faut aller retirer du cash au distributeur, je le fais, mais la seule chose que je demande, c'est que vous relâchiez mon fils et que vous ne le touchiez plus. Là, cette putain de voisine, elle se met à sourire comme une véritable psychopathe et elle se met à pincer le bras du garçon. Mes amis, quand vous faites pincer le bras, je vous jure que ça fait un mal de chien, donc forcément, le garçon se met à hurler. Là, elle regarde Alma droit dans les yeux et elle lui dit, là je l'ai pincé, ça va, ça fait pas trop mal. La prochaine fois que tu dis un truc que je n'aime pas ou que je n'ai pas l'argent, sache que je vais chercher un couteau dans la cuisine et je lui taille le bras. Alma, vu qu'elle voit que son fils est en danger, enfin en grave danger même, elle dit écoutez, tout l'argent liquide qu'on a, il est caché dans notre chambre à coucher à tel endroit. Allez vous servir, moi je reste avec mes enfants, vraiment prenez ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, ne vous en prenez pas à eux. La voisine regarde Alma, elle lui dit au moindre mouvement et au moindre cri, au moindre truc chelou, je reviens et je vous massacre. Donc ne vous avisez pas à faire un truc chelou, parce que sinon c'est terminé pour vous, vous finissez en fait divers dans le journal. Alma, elle reste figée avec son mari et ses enfants au milieu du salon. Le couple va dans la chambre et à ce moment-là, notre amie, elle se dit, elle a quelques secondes à peine pour agir, parce que sinon, elle sait pas quoi faire. Donc une fois que le couple s'est barré, elle se baisse et elle parle très doucement à ses enfants. Elle leur dit, écoutez mes chéris, vous allez me suivre sans faire le moindre bruit, parce que si on fait du bruit, ça va mal se passer. Son mari, lui, il est dans un sale état, mais il est quand même conscient. Et là, il va dire un truc que Alma, elle n'aime pas du tout. Il lui dit, chérie, tu te souviens dans le meuble, j'ai mon arme. Alma, elle déteste ça, parce qu'en fait, son mari, il a toujours conservé une arme qu'il considère comme la seule façon de protéger sa famille. Et cette arme, il la stocke dans un tiroir d'un meuble du salon. Mais évidemment, elle n'est pas chargée. Et le problème, c'est que les balles, elles se trouvent dans la chambre. Donc, en gros, là où le couple est en train de fouiller pour trouver du cash. Donc, il se dit, soit on ne fait rien, et voilà, ou alors je prends cette arme et je bluffe, je dis qu'en gros je peux leur tirer dessus et les buter, même si elle n'est pas chargée. C'est exactement ce qu'il va faire et je pense même que c'est la bonne solution dans ce cas-là. Il va dans le meuble, il récupère l'arme qui n'est pas chargée et au moins ça lui fera un coup de poker en mode je bluffe, ça passe ou ça casse. Pendant ce temps, Alma, elle a enfermé les enfants à clé dans le local technique, histoire que de toute façon les voisins puissent pas s'en prendre à eux. Et quelques secondes plus tard, les voisins reviennent dans le salon. Là, le mari, il n'hésite pas une seconde. Il prend son flingue, il les pointe et il leur dit maintenant, les conneries, c'est terminé. Vous vous mettez à terre, les mains derrière la tête. Et en petit bonus, si vous voulez, vous pouvez faire waf waf, histoire que je vous humilie bien. Évidemment, les voisins, ils sont un petit peu choqués du fait qu'il ait une arme, parce que premièrement, ils se disent d'où est-ce qu'il la sort? Et deuxièmement, est-ce que c'est une vraie ou est-ce que c'est une fausse? Ils n'ont pas trop le temps de réfléchir, parce qu'à un moment, ils entendent un enfant qui pleure derrière une porte. Et vous l'aurez compris, c'est l'un des petits garçons qui pleure dans le local technique. Là, le couple se met à rire, la femme va en direction du local, mais le père, il l'arrête tout de suite et lui dit « Tu bouges encore un pas, je te bute. » Bon, ça a quand même l'effet escompté, ça veut dire que ça la calme un petit peu. Elle s'arrête et elle reste là. Là, mes amis, il y a une situation très malaisante qui se passe parce que ni Alma et son mari, ni le couple ne savent quoi faire. Est-ce que le couple va attaquer Alma et son mari? Est-ce que c'est Alma et son mari qui vont attaquer le couple? Et cette situation, elle dure pendant 2-3 minutes. Évidemment, dans ce cas-là, 2-3 minutes, c'est une éternité. Jusqu'au moment où quelqu'un toque à la porte. C'est chelou, tout le monde est là pour le repas. Enfin, à la base, ça devait être un repas de Noël convivial, ça s'est un petit peu mal passé. Mais en gros, ils n'attendent personne. Là, le mari d'Alma leur fait signe de se taire et on écoute ce qui se passe, mais on continue à frapper à la porte. Jusqu'au moment où la personne qui est derrière dit « c'est la police, ouvrez, sinon on défonce la porte ». Et là, tout le monde se regarde. Alma regarde son mari, la voisine regarde son mari à elle, et personne ne comprend comment est-ce que la police a été mise au courant. Afin d'éviter de voir sa porte défoncée et de devoir payer une porte flambant neuve, le mari, il dit au voisin « vous bougez, je vous bute, je vais ouvrir la porte ». Il va ouvrir, c'est bel et bien la police qui est derrière, ils entrent dans l'appartement, et là, ils mettent tout le monde à terre, y compris malheureusement Alma. Le mari lui dit « non, elle c'est ma femme, vous ne la touchez pas, elle est debout. C'est ces deux sagouins qui sont complètement fous, il faut les arrêter eux. » Pendant ce temps, au même moment, il va ouvrir le local technique où il y a ses enfants, et c'est là qu'on va découvrir comment est-ce que la police a été mise au courant. En fait, mes amis, les enfants d'Alma, ils ont l'âge d'avoir un téléphone portable. Alma et son mari les ont bien éduqués, ils lui ont dit « écoutez, quand il y a le moindre problème, si vous avez peur, s'il y a quelque chose de bizarre à l'école ou quoi, vous appelez soit papa, soit maman, soit votre grand-maman ou votre grand-papa. » C'est exactement ce qu'ils ont fait parce qu'en fait, l'un des garçons avait son téléphone dans la poche et voyant que son père et sa mère étaient dans une fâcheuse posture, il a fait ce que ses parents lui ont appris, c'est-à-dire qu'il a appelé son grand-papa et il lui a dit « bah écoute grand-papa,
c'est la merde à la maison. Son grand-père n'a pas réfléchi plus que ça, il a appelé les flics qui sont arrivés directement chez eux, et c'est comme ça qu'ils ont pu intervenir. Donc, franchement, on peut applaudir, un grand bravo à cet enfant, parce que sans son appel, la situation aurait duré peut-être un petit peu plus longtemps. Et potentiellement que quelqu'un aurait fini avec une balle dans le corps. Ça, on ne sait pas. Évidemment, les voisins ont été interpellés, Elma et son mari ne les ont plus jamais revus. Alors, est-ce qu'ils ont été mis en prison? Est-ce qu'ils ont quitté l'immeuble? Ça, on ne sait pas. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'Alma et son mari, ils ont pris la décision de déménager pour protéger leurs enfants. Parce qu'ils avaient peur de répercussions. Imaginons que ces fous du bus, ils les attendent en bas de l'immeuble. Ou pire, à la sortie de l'école, enfin, c'est un truc de ouf. Donc, ils n'ont pas voulu jouer avec le feu, ils ont fait leurs affaires et ils se sont barrés. Aujourd'hui, toute la petite famille va bien et les enfants, apparemment, ils n'ont pas eu de séquelles psychologiques par rapport à ça. Et au contraire, dans l'histoire, on nous dit qu'ils vont même très bien à l'école, donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à apprendre à vos enfants à que faire en cas de danger. Là, dans le cas d'Alma, franchement, ça leur a probablement sauvé la vie. Donc, je ne peux que vous recommander de faire de même. Après, je ne suis pas papa, enfin, j'ai juste foutu du bus et Nala à la maison, mais j'ai pas d'enfant. Donc peut-être que mon conseil est un conseil de merde, on ne sait pas. Voilà, moi je vous propose de reprendre une petite boisson, de vous réinstaller confortablement dans votre fauteuil, dans votre pouf, dans votre lit, sur le siège du bus ou sur la chaise de l'école. Après, j'espère pas que vous regardez mes vidéos en classe quand même, parce que les études avant tout. Mais faites ça, et on est parti pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Sabrina. Sabrina, elle a 28 ans, et elle nous dit que c'est une fille plutôt tranquille, qui vit sa petite vie. Elle travaille dans un secrétariat, donc elle est au bureau toute la journée. Elle gère beaucoup de papiers, elle planifie des rendez-vous, elle s'occupe de la relation avec les fournisseurs, etc. Et globalement, c'est un taf qui lui convient plutôt bien. Bon, elle nous dit quand même que c'est pas le taf de l'année, mais voilà, pour le moment, ça lui plaît. En fait, ce qu'elle aime bien dans ce job-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de surprise. C'est un job qui est relativement stable. Ça fait des années qu'elle fait ça, elle sait qu'elle va encore le faire pendant plusieurs années. Donc, ça lui permet de savoir un petit peu où elle va dans sa vie. Sabrina, elle nous raconte que depuis 1 an, il y a quelque chose en particulier qui occupe tout son temps et surtout tout son esprit. C'est son mariage qui approche à grands pas. Et oui, Sabrina, elle est avec son fiancé depuis plusieurs années. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée entre potes et ce mec, c'est quelqu'un de très posé, qui prend soin d'elle comme la prunelle de ses yeux et leur relation, elle est juste magique. C'est l'amour fou, il y a presque pas de dispute, ils s'entendent à merveille, ils ont une complicité de fou malade. Donc, que demander de plus? Ils ont emménagé ensemble il y a quelques temps et franchement, Sabrina, elle était refaite quand il l'a demandé en mariage. Parce que vraiment, quand elle était petite, elle rêvait d'une vie de princesse et une vie magnifique. Et bien là, elle nous explique que sa vie actuelle, c'est encore mieux que tout ce dont elle avait rêvé quand elle était petite. Donc, j'ai envie de dire, c'est absolument parfait. Elle nous raconte qu'elle et son fiancé, ils préparent le mariage depuis des mois et des mois. Donc, ils font tous les rendez-vous avec les prestataires, il y a plein de papiers à remplir pour la mairie. Elle fait les essayages de robes, de tenues avec ses témoins, etc. Et évidemment, vu que la période est aussi un petit peu stressante, il y a des tensions qui se créent avec son futur mari. Mais c'est rien de bien grave, c'est par exemple, qui est-ce que tu vas mettre à côté de toi? Qui est-ce que moi je vais mettre à côté de moi? Pour le repas, est-ce que lui on le met à côté d'un tel? Enfin, c'est des petits trucs, pas à la con, mais c'est des petits détails comme ça. Et vous me direz, ça fait partie du jeu, des préparatifs. L'histoire, elle commence un soir, à 20h, lorsque Sabrina finit son travail. Elle sort du bâtiment, à l'extérieur il fait déjà nuit noire parce qu'on est en hiver, et vous commencez à connaître l'hiver, généralement, on voit pas beaucoup la lumière du jour. Dans la rue, c'est complètement vide. Il n'y a pas un chat, mais bon, elle a l'habitude. Elle marche en direction de sa voiture en pensant simplement à rentrer à la maison. Elle passe à côté d'un bâtiment et tout à coup, il y a une main qui surgit de nulle part et qui l'attrape. Elle n'a même pas le temps de réaliser ce qui se passe, qu'on la tire d'un coup en arrière. Elle tombe sur les genoux, à terre, ça lui fait trop mal et on lui met un sac en plastique sur la tête. Donc la situation de fou furieux. Notre amie, elle panique complètement, ce qui, j'ai envie de dire, est logique. Elle se met à hurler, sauf que ça, en fait, ça utilise tout l'air qu'il y a dans le sac. Donc on arrive à un moment où, en fait, elle n'a plus d'oxygène, elle n'a plus de quoi respirer, et elle tombe dans les pommes. Quand je dis elle tombe dans les pommes, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'elle est à 2 doigts de le faire, mais à ce moment-là, juste quelques secondes avant, elle se dit, mais en fait, si je ne fais rien, je vais mourir. Parce que si je n'ai pas d'oxygène, c'est terminé. Et ça, je pense sincèrement que c'est l'instinct de survie qui parle à ce moment-là. Elle se dit, mais il faut que j'agisse parce que sinon je suis morte. Le réflexe qu'elle a à ce moment-là, et je pense sincèrement que c'est le bon, elle met un énorme coup de coude en direction de l'arrière. Là, elle sent que le sac en plastique autour de sa tête se desserre un petit peu, donc sous-entendu que la personne le relâche légèrement, et là, elle en profite. Elle se dit, si je ne cours pas maintenant, c'est fini, donc elle se met à sprinter, et en même temps, elle enlève le sac qu'elle a sur la tête. Vous me direz, s'il y avait un mur ou un poteau en face, elle se le prenait en pleine gueule. Heureusement, ce n'était pas le cas, sauf que, une fois le sac enlevé, elle regarde derrière elle, et elle voit que malheureusement, il y a quelqu'un qui la suit. Petite pause dans l'histoire, regardez qui vient de me rejoindre, c'est un phénomène très rare sur la chaîne. Ce n'est pas Fou du bus, c'est Madame Nala. Et oui, on l'a vu quelques fois sur la chaîne, pas beaucoup. Probabilité qu'elle parte dans 5-6 secondes,
100%. Regardez comme elle est belle, ma petite. En plus, elle sent le pâté, elle vient de manger, c'est absolument affreux. Mais tu es la plus chaude du monde, ma petite chérie, hein, ma petite fifi. À un moment, alors qu'elle est en train de courir dans la rue, elle croise des voitures, donc il y a des gens. Et ça, heureusement, ça fait peur à la personne qui est en train de la suivre. Voilà, Nala qui se barre. Donc, elle se retrouve seule dans la rue avec quelques voitures, quelques passants. Elle s'écroule par terre parce qu'elle ne peut juste plus courir, elle a 2 doigts de tomber. Et elle a le bon réflexe, elle sort son téléphone et... Bon, moi j'aurais appelé la police, mais elle fait quelque chose d'autre. Elle appelle son fiancé pour lui demander de venir la chercher immédiatement. Elle reste là, assise, par terre, en étant incapable de bouger. Et heureusement, son fiancé, il arrive quelques minutes plus tard, mais il la retrouve complètement terrorisée. En le voyant, elle se jette dans ses bras, elle se met à pleurer, elle lui explique ce qu'elle vient de vivre. Et son fiancé, il pète un plomb. Vraiment, il est foudrage. Il lui dit, mais écoute, on va aller porter plainte, parce que je ne peux pas me faire à l'idée que quelqu'un ait essayé de tuer ma copine pour une raison qu'on ne connaît pas. C'est juste inconcevable pour moi, donc on va porter plainte, mais le truc, c'est qu'on n'a pas assez de preuves. Et quand je dis qu'on n'en a pas assez, on n'en a même aucune. À part ce sac en plastique, peut-être qu'il y a de l'ADN, mais ça s'arrête là. Sabrina, elle est encore sous le choc, elle lui dit, écoute, j'ai pas envie de passer la nuit au poste, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer à la maison, de dormir et d'oublier ça, et surtout d'être à tes côtés et de me sentir en sécurité pour toute la nuit. Donc, ce que le couple fait, c'est qu'ils ne vont pas au commissariat, mais ils prennent la voiture et ils rentrent à la maison. Son fiancé, pendant la nuit, il essaye de prendre soin d'elle comme il peut, et vous imaginez bien à ce moment-là l'état de Sabrina, c'est un peu compliqué. Elle nous raconte que suite à ça, les jours passent, elle essaye d'oublier tant bien que mal ce qui s'est passé cette nuit-là, mais une chose est extrêmement bizarre et ça la perturbe énormément, c'est que depuis ce jour-là, depuis cet incident, son mari, il devient un petit peu distant. Bon, normalement, j'imagine que ça devrait être l'inverse qui se passe. Si moi j'avais une copine qui avait vécu quelque chose comme ça, la seule chose que je ferais, c'est d'être là pour elle et d'être sûr qu'elle va bien. Sauf que lui, c'est un petit peu l'inverse. Il est beaucoup plus distant et il n'est pas vraiment là pour elle. Alors que je vous rappelle, ils vont se marier dans quelques temps. Sabrina, elle le remarque, elle essaye de se remettre dans les préparatifs du mariage pour penser à autre chose. Elle fait du mieux qu'elle peut, son mari, il l'a un petit peu aidé, mais maintenant il ne le fait plus. Notre amie, elle s'en rend bien compte, elle commence à remarquer qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'il est beaucoup moins présent à la maison, il est beaucoup moins présent dans les conversations, il est moins investi dans les préparatifs du mariage alors que... c'est un mariage, donc c'est un peu l'événement de leur vie, c'est bizarre. Il y a un truc qui met la puce à l'oreille de Sabrina, c'est que son futur mari, il a aussi une habitude qu'il n'avait pas avant, c'est qu'il regarde constamment son téléphone portable. Alors Sabrina, au début, elle se dit c'est mort, le mec est en train de me tromper, mon mariage tombe à l'eau et c'est juste une catastrophe. Et son futur mari, elle le connaît, elle a passé des années avec lui, elle sait que ce comportement, il ne l'a jamais eu auparavant et que c'est quelque chose de nouveau suite à cet incident. Mais la question, c'est quoi et pourquoi? Première hypothèse, c'est que voilà, c'est une grande étape dans leur vie, ils vont se marier, c'est pas quelque chose d'anodin. Peut-être que ça le stresse, peut-être que ça l'angoisse, on ne sait pas. Au début, c'est ce qu'elle pense, enfin du moins c'est sa théorie à elle, donc voilà, essaye de pas trop y penser. Mais plus les jours avancent, plus il devient distant, et plus elle le remarque. Là, Sabrina, elle peut plus trop se voiler la face, elle se dit mais en fait le mec est en train de me tromper, donc il faut que je le confronte ou il faut que je lui pose la question, que je fasse quelque chose. Sauf que elle, c'est quelqu'un qui n'aime pas les embrouilles, c'est quelqu'un qui n'aime encore moins fouiller dans les téléphones des autres, donc elle se demande ce qu'elle peut faire. Un soir, quand son fiancé va dans la salle de bain pour prendre sa douche, elle est au salon, il y a la table basse sur laquelle il y a le téléphone de son futur mari, et là, il y a beaucoup d'idées qui lui traversent l'esprit. La première, c'est de se dire non, je suis quelqu'un de droit, je ne vais pas fouiller. Et l'autre, il y a le côté un petit peu démon qui lui dit va fouiller, il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire. Elle se tâte pendant quelques secondes, elle se dit bon, de quel côté je suis? Est-ce que je suis ange ou démon? Et là, il y a quelque chose qui lui dit écoute, si tu ne le fais pas, tu ne seras jamais sûr, tu ne sauras pas ce qui se passe. Prends-moi ce putain de téléphone, mets le code et déverrouille et va regarder tous les messages. C'est exactement ce que Sabrina fait. Elle prend le téléphone, elle met le code, elle ouvre les messages et là, tout bascule. Elle tombe sur un numéro qu'elle ne connaît pas, qui n'est pas enregistré dans le téléphone de son mari. Et là, dans sa tête, tout s'éclaircit. Elle se dit ça y est, c'est le numéro d'une meuf, il est en train de me tromper. Je vais lire les messages quand même pour ma conscience, mais je risque de tomber sur des trucs vraiment bizarres qui vont me briser le cœur, mais au moins j'en aurai le cœur net. Sauf que elle s'attendait pas à voir ce qu'elle va voir. Contre toute attente, son mari ne parle pas avec une femme, mais avec un homme. Bon, elle se dit, peut-être que c'est son choix, peut-être qu'il a changé, mais elle le connaît quand même bien, et de ce qu'elle a compris, enfin du moins ce qu'elle a observé ces dernières années, à la base il est attiré par les femmes. Donc pourquoi est-ce qu'il irait parler avec un homme? Peut-être qu'il la trompe avec un homme, mais elle commence à se faire tout un scénario dans sa tête. Elle prend sa respiration, et elle se dit, bon, je vais lire les messages, je vais voir ce qui se passe, et après je me ferai ma conclusion. En fait, ça n'a rien à voir avec une histoire de tromperie, encore moins avec un homme. Ce mec qui lui a écrit, il lui dit écoute,
je sais très bien qui est Sabrina, je la connais par cœur. Elle m'écrit secrètement le soir lorsqu'elle va au lit et elle me dit que visiblement, elle doute un petit peu du fait qu'elle veuille se marier avec toi. Donc en gros, ton mariage, probablement qu'il va tomber à l'eau. En plus de ça, le mec dit au mari de Sabrina, ta future femme, elle a un passé bizarre, elle a des secrets qu'elle ne t'a jamais dit et elle pense encore à quelqu'un. Sabrina, quand elle lit ça, elle est sur le cul, elle ne sait pas quoi penser parce que le mec, par message, il parle vraiment comme s'il la connaissait par cœur. En remontant dans la conversation, il y a un prénom qui apparaît et ce prénom, mes amis, attention roulement de tambour, elle ne l'a pas entendu depuis plus de 10 ans, c'est celui, pas de son grand-papa, mais de son ex. Qu'est-ce que ce chacal vient faire dans la conversation avec son futur mari alors qu'elle ne l'a pas vu depuis plus de 10 ans? Ça, c'est la question qu'on se pose tous. Alors cet ex, il a un beau palmarès parce que de tous les ex qu'elle a eu, c'est la seule personne avec qui la relation s'est mal terminée. Tout le reste, ça s'est bien terminé, ils sont restés en bons termes, ils sont presque même devenus amis, mais avec lui, c'était une catastrophe. Apparemment, c'est parce qu'il était très possessif, très jaloux, très compulsif et même très agressif. Après plusieurs mois de bataille à se bloquer, à lui dire écoute, arrête de me harceler parce que sinon je porte plainte. Le mec a fini par la lâcher, donc ça fait plusieurs années qu'elle n'a pas eu de contact avec lui. Donc, première question, comment est-ce que ce fou du bus a pu avoir le numéro de son futur mari alors qu'il ne connaît même pas son existence? Là, elle capte. Elle se dit, ce mec, ce fou, il est revenu dans ma vie pour me briser. Visiblement, la première fois, ça lui a pas suffi, il veut en remettre une couche. Et son plan, il est simple. Écrire à son futur mari pour lui raconter des conneries, histoire qu'il annule le mariage, qu'il la quitte et que tout s'écroule. Le mec, par message, il dit des trucs à son fiancé, genre elle m'a dit qu'elle n'était pas prête à se marier avec toi. Ou encore un truc en mode, tu sais, elle pense encore à moi, elle me l'a dit. Et forcément, son fiancé, il y croit. À ce moment-là, Sabrina, elle réfléchit même pas. Elle monte dans la salle de bain, elle ouvre la porte, elle dit à son fiancé qui est à poil en train de prendre sa douche, écoute chérie, arrête ta douche, je suis désolé de t'interrompre, on va dans le salon et il faut qu'on parle immédiatement. C'est une question de vie ou de mort, donc ta douche, tu la prendras après, mais on doit parler. Elle lui dit que voilà, elle a vu les messages, qu'à la base elle ne cherchait pas à fouiller dans son téléphone, mais qu'elle voulait simplement comprendre son comportement chelou, d'où ça venait, pourquoi. Et vous vous en doutez bien, la réaction de son mari, elle est normale, j'ai envie de dire. Il se braque comme un fou. Il lui dit qu'elle n'a pas le droit de fouiller dans son téléphone, même si d'ici quelques semaines ce sera sa femme, ça reste sa vie privée et ça ne regarde personne. Là, elle lui dit écoute, il faut absolument que tu me crois, je n'ai jamais parlé à ce mec, je ne sais pas ce qu'il t'a raconté, mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'il t'a dit, c'est des mythos. Au bout d'une dizaine de minutes, à hurler qu'elle n'a rien fait, que son ex veut juste la détruire, etc., eh bien, son fiancé, heureusement, il commence à la croire. Il commence à capter qu'il y a un truc chelou dans cette histoire. Et là, il lui propose même un truc, c'est de tendre un piège à ce fou du bus. Il lui dit, écoute, c'est simple, on va lui envoyer un message pour jouer le jeu, pour prétendre que je crois à ses mensonges et que j'aimerais le rencontrer en ville, histoire de discuter de homme à homme. Sabrina, au début, elle a peur que ça tourne mal, que le mec commence à l'agresser ou je ne sais quoi, mais en même temps, elle a envie de voir jusqu'où son ex est prêt à aller. Donc, son fiancé écrit un message à son ex et il lui dit « J'ai quitté Sabrina, tu avais raison sur elle, passe à la maison demain et on en parle autour d'un café. » L'ex, donc ce tronc d'arbre qui est con comme ses pieds, et je pense même que ses pieds sont bien plus intelligents que lui, il lui dit « Mec, t'as pris la bonne décision, t'inquiète, je passe demain et on en discute. » Est-ce qu'il a un... Enfin, je sais pas, je pense qu'il a 2 neurones qui se connectent et encore il y a un court-circuit, mais voilà, c'est pas le prix Nobel, disons. Ils continuent leur petite soirée tranquillement en amoureux, et la nuit, bien évidemment, Sabrina, elle ne ferme pas les yeux. Tout ça, ça la tracasse, parce qu'en quelques temps, elle a vu son mariage pas tomber à l'eau, mais peut-être être un petit peu compromis, et ça, c'est un stress absolument énorme pour elle. Le lendemain matin, c'est le jour J, c'est là que le piège va se dresser. Sabrina, elle se lève avec la boule au ventre, parce qu'au début, elle pensait simplement régler le souci, du moins piéger ce mec, et puis que tout s'arrête. Sauf que, malheureusement, c'est pas ce qui va se passer. Au moment où leur fatidique approche, Sabrina, elle se cache dans le couloir, juste derrière la porte de la chambre, parce que en fait c'est un endroit où elle peut entendre sans être vue, et surtout, elle garde son téléphone à la main, si jamais ça dégénère. Son fiancé, lui, il reste dans le salon, il est posé sur le canapé, et ils attendent. Quelques minutes plus tard, quelqu'un sonne à la porte, tout le monde sursaute dans la maison parce que c'est vrai, c'est maintenant que ça se passe. Et là, le stress s'installe gentiment. Son fiancé va ouvrir la porte, il accueille quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est bel et bien un mec, et là ils se font une accolade en mode « Salut poto ». Au moment où ils se font cette accolade, l'ex recule un petit peu en mode « Aïe, j'ai mal à quelque part ». Et là, le fiancé de Sabrina, il comprend pas trop. Il lui dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et l'ex lui dit « J'ai pris un coup récemment, j'ai un petit peu mal, mais rien de grave ». À ce moment-là, lorsque Sabrina entend ce que le mec vient de dire, elle fond en larmes. Il y a un truc qui vient de se mettre en place dans sa tête. Elle comprend que le coup dont il parle, peut-être que c'est le coup, vous vous souvenez, qu'elle lui a mis
le premier soir, lorsqu'elle s'est fait agresser dans la rue avec un sac en plastique sur la tête. Et pour se débattre, elle a mis un coup de coude vers l'arrière. Donc, en entendant le mot « coup », elle a fait la liaison avec ce soir-là. Donc, en d'autres termes, il y a un monde où ce mec, c'est le même mec qui l'a suivi dans la rue. Pendant ce temps, le fiancé dit à Alex de rentrer. Ils vont dans le salon, ils se posent et Sabrina, elle écoute tout sans bouger. Elle entend son ex qui parle d'elle comme si c'était la dernière des merdes, comme si c'était la folle du bus. Et ça la démange beaucoup de pas intervenir, de lui mettre une claque de forain. Mais elle arrive à se retenir. Elle se dit que si elle bouge, elle fera tout capoter. Donc elle se tient à carreau. Mais ça dure quelques minutes. À un moment, alors que son fiancé s'apprête à demander au mec: gros, pourquoi est-ce que tu racontes autant de conneries? Je connais toute la vérité. Eh bien, Sabrina, elle n'en peut plus d'entendre autant de bêtises. Elle déboule dans le salon et elle lui hurle dessus: c'est toi qui m'as agressé l'autre soir. Son fiancé, il comprend pas trop ce qu'elle est en train de faire parce qu'à la base, elle devait rester cachée. Et l'ex, lui, il essaye de nier. Il dit: non, mais tu racontes n'importe quoi, tu dis de la merde, c'était pas moi, j'ai un alibi, etc. Et là, Sabrina, elle va faire un truc, c'est qu'elle va appuyer assez fort à l'endroit exact où elle a mis un coup à l'agresseur le soir d'avant, donc là où elle s'est fait poursuivre. Et contre toute attente, son ex se tient en mode: ça me fait super mal, et elle dit: voilà, la preuve que c'était lui, j'ai frappé mon agresseur exactement sur cette partie du corps, et bizarrement, il a mal ici. Comme c'est bizarre. En comprenant ça, son fiancé, il fait un truc qui pour moi est absolument magnifique. Il se lève et il lui met une patate de forain de la main droite et de la main gauche. Autant vous dire que ça a reconnecté quelques câbles dans sa tête. Là, il y a une bagarre qui s'enchaîne, mais très vite, le fiancé de Sabrina, il prend le dessus. Il plaque le mec au sol, il lui fait une clé de bras, donc le mec ne peut plus bouger. Et pendant ce temps, Sabrina, elle appelle la police qui arrive quelques minutes plus tard. Là, elle explique toute l'histoire, elle lui dit: ce mec m'a agressé, il a voulu me tuer carrément avec un sac en plastique sur la tête. Il raconte des conneries à mon fiancé. D'ailleurs, on ne sait pas comment est-ce qu'il a eu son numéro. Donc, j'aimerais bien porter plainte. Évidemment, pour porter plainte, il faut aller au commissariat, il faut aller sur place, prendre la déposition, etc. Mais elle s'en fout. Elle le fait parce qu'elle veut plus jamais entendre parler de ce mec. Et malheureusement, elle passe presque la nuit au commissariat. Ça dure une éternité. Et elle nous dit que dans son appartement, quand les policiers sont venus et qu'elle a donné le nom de son ex, les agents ont fait une tête un petit peu bizarre. Parce qu'en fait, ce mec, il est lié à plusieurs affaires d'agression. En plus d'agression, il y a des faits d'harcèlement. Donc le mec, c'est le dégénéré du village. Suite à cela, en fait, il a été emprisonné parce qu'il y avait beaucoup trop d'affaires qui tournaient autour de lui. Et ça, c'était un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je trouve ça dommage qu'on doive arriver à, je sais pas, une dizaine de cas pour que le mec soit emprisonné. Parce que pour moi, déjà, à partir de 1... ça montre que vous êtes une personne chelou et que dans ce cas-là, vous êtes dangereux pour les femmes parce que vous êtes juste un psychopathe. Donc, je trouve ça un petit peu dommage qu'on doive attendre d'avoir autant d'affaires pour emprisonner le mec. Après, est-ce qu'on peut l'emprisonner pour un fait? Je sais pas, je connais pas assez la justice. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses complexes qu'on doit prendre en compte dans ce genre de cas. Évidemment, le mec, il est hors d'état de nuire. Par contre, la question, c'est est-ce que Sabrina et son futur mari vont bel et bien se marier? Eh bien ça, mes amis, excellente nouvelle. Sabrina, elle nous raconte que suite à ça, en fait, son mari, il a commencé à redevenir comme avant. Et en soi, c'est logique parce que il s'était fait une idée de Sabrina qui était complètement fausse parce qu'il s'est fait monter la tête par un mec random. Enfin, pas si random que ça parce que c'est un des ex toxiques de Sabrina. Mais une fois que son cerveau a capté que tout ce qu'il a appris sur elle était faux, eh bien, en fait, il est redevenu lui-même, il est redevenu amoureux de Sabrina comme au premier jour. Et mes amis, comme dans un film d'amour, ils ont fini par se marier. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, ça on ne sait pas, c'est moi qui l'ai inventé. En tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu. Si jamais vous avez des ex un petit peu toxiques, n'hésitez pas à les envoyer se faire foutre. Bloquez-les et on n'en parle plus, laissez-les dans leur vie de merde. Vous rayonnez, vous avez une vie magnifique. Et je vous promets sur ce que j'ai de plus cher, le meilleur reste à venir. Même si vous traversez aujourd'hui une période un petit peu sombre, une période un petit peu nuageuse, s'il vous plaît, écoutez Bibi qui est spécialiste en cumulonimbus météorologique. Après la pluie vient toujours le beau temps. Et ça, vous pouvez me croire, même dans les périodes les plus sombres, je vous promets qu'un jour, tout va mieux et c'est bien plus rapide que ce qu'on pense. Voilà, petit message de motivation de fin, j'espère que l'histoire vous aura plu, j'espère que la vidéo en elle-même vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous rappelle que prochainement je vais organiser un concours, comme ça je vous rends aussi un petit peu la monnaie de votre pièce pour les votes Spotify. Et surtout, ça me fait trop plaisir de faire ça, merde, j'ai envie de vous faire plaisir. Et c'est un peu la seule chose que je me dis que je peux faire actuellement. Donc, rejoignez Instagram, le lien est en description en commentaire épinglé. Moi je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.